L'appel est arrivé à 6h47 un mardi matin. J'étais déjà réveillée, savourant ma deuxième tasse de café en regardant la neige tomber devant la fenêtre de ma cuisine à Toronto. Le numéro sur mon téléphone affichait le nom de mon frère, Glenn. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 semaines. Pas depuis notre dernière visite tendue à la maison de retraite de maman. Douglas. Sa voix avait cette fausse solennité qui me mit immédiatement sur la défensive. J'ai des nouvelles difficiles. Maman est décédée hier soir, paisiblement dans son sommeil. Je posai ma tasse de café, mes mains soudainement tremblantes. Quoi? Quand? Je prévoyais justement d'aller la voir aujourd'hui. Les funérailles ont lieu vendredi, poursuivit-il, me coupant la parole. Son ton changea, devenant presque bureaucratique. J'ai déjà pris toutes les dispositions. Oh, et Douglas, concernant la succession de maman, le testament est très clair. Tout me revient. La maison, le chalet à Muskoka, ses placements, tout. Tu n'as rien. Ne pense même pas à contester. Puis il raccrocha. Je restais là, dans ma cuisine, fixant le téléphone avec incrédulité. Ma mère était morte, comme ça. Et la priorité absolue de Glenn était de m'informer que je n'aurais rien. Pas de « je suis désolée », pas de « elle est partie sereinement », mais une menace de ne pas contester le testament. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Douglas Harrison. J'ai 64 ans, je suis un ingénieur civil retraité qui a passé 40 ans à concevoir des infrastructures à travers l'Ontario. Ma femme, Catherine, est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Nous avons eu une fille, Emma, qui a maintenant 28 ans et travaille comme biologiste marine à Vancouver. Après le décès de Catherine, je me suis investie dans le bénévolat et je suis restée très proche de maman. Elle avait été mon roc pendant mon deuil. Mon frère, Glenn, a 4 ans de moins que moi, soit 58 ans. Nous avons grandi assez proches, jouant au hockey dans l'allée de notre vieille maison à North York. Mais à l'âge adulte, nous nous sommes éloignés. Glenn est devenu agent immobilier, a épousé Patricia et a eu 2 enfants. En apparence, tout semblait aller bien, mais j'avais remarqué des choses au fil des ans. Glenn cherchait toujours la prochaine grosse affaire, étant toujours à la limite financièrement. Son entreprise avait connu des périodes difficiles. Il y avait des conversations à voix basse lors des dîners de famille sur des investissements qui avaient échoué, et sur le fait que Patricia faisait des doubles gardes comme infirmière pour les maintenir à flot. Notre mère, Hélène Harrison, avait 85 ans et avait eu l'esprit vif toute sa vie. Enseignante retraitée, elle pouvait encore réciter des poèmes de mémoire et battait n'importe qui au Scrabble. Elle vivait de manière indépendante dans sa maison de Richmond, jusqu'à il y a environ 9 mois, quand Glenn l'a convaincue qu'elle avait besoin d'aide supplémentaire. Il a suggéré de devenir son mandataire par procuration, simplement pour gérer les factures et les rendez-vous médicaux. Maman hésitait, mais Glenn s'est montré persuasif. Après tout, il était son petit dernier. C'est là que tout a changé. Quelques semaines après que Glenn a obtenu la procuration, maman a soudainement reçu un diagnostic de démence sévère. Glenn l'a placée dans une maison de retraite, le Maple Grove Care Center, affirmant qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Quand je lui ai rendu visite, j'ai été choquée. Ma mère, autrefois si vibrante et pleine d'esprit, était assise dans un fauteuil, le regard vide. Elle ne me reconnaissait pas. Elle parlait à peine. Quand elle le faisait, ses propos étaient confus et fragmentés. Est-ce vraiment possible? Avais-je demandé à son médecin, le docteur James Whitmore. Elle allait bien il y a 2 mois. La démence peut progresser très rapidement dans certains cas, m'avait-il répondu d'un ton mielleux. Le déclin cognitif chez les patients de son âge peut être assez soudain. Mais cela ne me semblait pas juste. Je rendais visite à maman 3 fois par semaine malgré tout. Même quand elle ne savait pas qui j'étais, je lui tenais la main et lui parlais d'Emma et des projets sur lesquels je travaillais comme bénévole. Glenn venait aussi, mais moins fréquemment. Quand il le faisait, il semblait toujours pressé, consultant sans cesse sa montre. Maintenant, debout dans ma cuisine avec les paroles de Glenn résonnant encore dans mes oreilles, je réalisais ce que j'avais été trop aveugle pour voir. Ce n'était pas le chagrin qui parlait, c'était l'avidité. J'appelai immédiatement le centre Maple Grove. J'appelle au sujet de ma mère, Hélène Harrison, dis-je quand quelqu'un finit par répondre. Je viens d'apprendre qu'elle est décédée hier soir. Il y eut un silence. Je suis désolée, monsieur Harrison, mais je n'ai aucune trace de cela. Laissez-moi vérifier sa chambre. Mon cœur se mit à battre la chamade. Quelques minutes plus tard, l'infirmière reprit la ligne. Monsieur, votre mère va bien. Elle est en train de prendre son petit déjeuner. Y a-t-il une confusion? Je m'assis lourdement. Pouvez-vous me rendre un service?
Ne dites à personne que j'ai appelé, surtout pas à mon frère. Je raccrochai et composai immédiatement le numéro de ma fille. Emma répondit à la 3e sonnerie, l'air inquiète. Papa, il est à peine 7 heures du matin chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton oncle vient de me dire que grand-mère était morte, mais ce n'est pas vrai. Elle est vivante. Emma, je pense que Glenn essaie de voler son héritage. Il y eut un silence, puis, papa, c'est de la maltraitance envers les aînés. C'est de la fraude. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je dois tirer ça au clair rapidement. Il a dit que les funérailles sont vendredi. C'est dans 3 jours. Après avoir parlé à Emma, j'ai passé la matinée à passer des appels. D'abord, j'ai contacté un avocat avec qui j'avais déjà travaillé pour un litige de contrat de construction, Robert Chen. Je lui ai expliqué la situation. Douglas, c'est grave, a dit Robert. Si ton frère a une procuration et qu'il présente faussement l'état de santé de ta mère ou détourne ses biens, on parle de poursuite pénale. Mais il te faut des preuves. Des preuves solides. Ensuite, j'ai engagé une détective privée, Sarah Mitchell. Elle est venue chez moi l'après-midi même, une femme vive d'une 40aine d'années avec des mèches grises dans ses cheveux bruns. Depuis combien de temps votre frère a-t-il la procuration? A-t-elle demandé en prenant des notes. 9 mois, juste après que maman a prétendument développé sa démence. Et avant cela, votre mère était-elle capable? Tout à fait. Elle faisait du bénévolat à la bibliothèque, jouait au bridge 2 fois par semaine. Puis, soudainement, elle ne se souvenait plus de son propre nom. Sarah Akwiaska. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci. Donnez-moi 48 heures. Je vais découvrir ce qui se passe avec les finances de votre mère. Ce soir-là, je me suis rendue à Maple Grove. Je ne les avais pas prévenus de ma venue. Quand je suis arrivée dans la chambre de maman, elle était assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, fixant le ciel qui s'assombrissait. Ses cheveux gris étaient clairsemés maintenant, son visage plus ridé que dans mes souvenirs. Mais quelque chose chez elle semblait différent ce soir. Moins hébétée, plus présente. Maman, dis-je doucement, en approchant une chaise à côté d'elle. Elle se tourna lentement, ses yeux bruns familiers rencontrant les miens. Il y avait quelque chose en eux. De la reconnaissance, ou était-ce mon imagination? C'est moi, Douglas. Ton fils. Elle cligna des yeux, sa bouche bougeant comme si elle voulait dire quelque chose. Mais une infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux, et l'instant fut rompu. Je rentrai chez moi sous la neige, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que Glenn manigançait? De fausses funérailles pour convaincre tout le monde que maman était morte? Et ensuite, transférer tous ses actifs pendant que tout le monde la pensait disparue? C'était insensé. C'était aussi, je le réalisais, potentiellement brillant dans son audace. Sarah m'appela le lendemain matin. Douglas, vous devriez vous asseoir. Je m'assis à la table de ma cuisine, le téléphone pressé contre l'oreille. Votre frère a été très occupé. Au cours des 8 derniers mois, il a transféré environ 280 000 $ des comptes de votre mère vers les siens. Il a vendu son chalet à Muskoka à une société à numéro, que je suis encore en train de retracer. Mais je soupçonne qu'il est derrière tout ça. Il a aussi utilisé ses cartes de crédit. Et Douglas, le médecin qui a diagnostiqué la démence de votre mère, le docteur James Whitmore, il a fait ses études universitaires avec votre frère. Ils sont amis depuis 30 ans. J'avais envie de vomir. Donc, la démence de maman pourrait être induite par des médicaments. Si on lui prescrit trop de sédatifs ou d'antipsychotiques, cela expliquerait le déclin cognitif soudain et son comportement absent. C'est une tentative de meurtre. C'est ce que nous devons prouver. Je suis en train d'obtenir des copies de son dossier médical, mais cela prend du temps, a dit Sarah. En attendant, je vous suggère de retourner voir votre mère. Documentez tout. Enregistrez les conversations avec votre frère si vous le pouvez. L'Ontario est une province où le consentement d'une seule partie suffit. L'après-midi même, j'étais de retour à Maple Grove. J'avais pris mon téléphone, prêt à enregistrer tout ce qui serait suspect, mais quand je suis arrivée à la chambre de maman, elle était vide. Une infirmière que je ne connaissais pas changeait les draps. « Où est ma mère ?» demandai-je, pris de panique. « Oh, monsieur Harrison, votre frère l'a emmenée faire un tour en voiture. Il a dit qu'elle avait besoin d'un peu d'air. » Mon sang ne fit qu'un tour. Quand? Il y a environ 1 heure. Je courus vers le parking, mais la Mercedes noire de Glenn était déjà partie. J'essayai de l'appeler. Pas de réponse. J'appelai 5 fois. Rien. Finalement, 3 heures plus tard, ils revinrent.
Glenn aida maman à sortir de la voiture, la soutenant alors qu'elle traînait les pieds jusqu'à sa chambre. Elle avait l'air épuisée, confuse. Glenn me vit attendre dans le couloir. « Douglas, dit-il, sans même chercher à cacher son agacement. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que maman était morte hier. Pourtant, elle est là. Il eut l'audace de rire. Oh, ça. Waze. Désolé pour la confusion. Je voulais te rappeler. Fausse alerte. Maman a eu une mauvaise crise hier et j'ai pensé. Enfin, tu sais, ces choses arrivent avec la démence. Où l'as-tu emmenée aujourd'hui? Juste faire un tour. Elle aime sortir. Vraiment? Parce qu'on dirait qu'elle peut à peine tenir debout. Lâche-moi, Douglas. Sa voix baissa d'un ton, devint plus dure. C'est moi qui ai la procuration. C'est moi qui prends les décisions concernant ses soins, pas toi. Tu veux contester ça? Prends un avocat. Il me bouscula, aidant maman à entrer dans sa chambre. Par l'entrebâillement de la porte, je le regardai l'installer dans son fauteuil, lui parlant d'une voix basse que je ne pouvais entendre. Puis il partit, sans même me regarder. J'étais sur le point de partir quand mon téléphone vibra, affichant un numéro inconnu. J'ai failli ignorer l'appel, mais quelque chose me poussa à répondre. Allô? Silence. Puis un murmure, une voix de femme, faible et enrouée. Douglas. Oui. Qui est-ce? Douglas. C'est moi. La voix était si basse que je dus presser le téléphone contre mon oreille. Qui? C'est ta mère. C'était impossible. Maman était juste là dans sa chambre, et cet appel provenait d'eux. Je vérifiai l'écran. Un numéro masqué. Douglas, Ecoat Attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux que tu viennes dans ma chambre ce soir. Tard, après 22 heures. Assure-toi que Glenn n'est pas là. Et Douglas, ne parle à personne de cet appel. La ligne coupa. Je restai dans le parking, la neige tombant autour de moi, fixant mon téléphone comme s'il s'était transformé en un objet extraterrestre. C'était impossible. Maman n'aurait pas pu m'appeler. Elle pouvait à peine aligner 2 mots. Et pourtant, cette voix, bien que murmurée et forcée, ressemblait à la sienne, la vraie Hélène, la femme vive et lucide que j'avais connue toute ma vie. J'attendis dans ma voiture jusqu'après 22 heures, surveillant la maison de retraite. La Mercedes de Glenn était partie depuis longtemps. L'équipe de nuit était en place, juste un personnel réduit. J'utilisai mon code d'accès pour entrer par la porte latérale et me diriger vers la chambre de maman. Elle était assise dans son lit, les lumières tamisées. Quand j'entrai, elle se tourna vers moi, et dans la pénombre, je vis ses yeux, clairs, concentrés, totalement lucides. « Ferme la porte », dit-elle d'une voix normale, pas le marmonnement confus que j'entendais depuis des mois. Une voix normale et forte. Je fermai la porte, les mains tremblantes. « Maman, qu'est-ce que... » « Assieds-tu, mon chéri. Nous devons parler, et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Je m'assis, complètement abasourdi. « Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? » Ma mère, que je croyais perdue dans le brouillard de la démence, me sourit. Elle sourit vraiment, avec cette expression malicieuse dont je me souvenais depuis mon enfance, quand elle nous surprenait, Glenn et moi, en train de voler des biscuits avant le dîner. « Je vais bien, Douglas. J'ai été lucide tout ce temps. Mais la démence. Le diagnostic. Tu ne me reconnaissais même pas parce que... La pièce sembla tanguer. Tu faisais semblant? Elle s'avança et prit ma main. Sa poigne était ferme et stable, rien à voir avec les mains faibles et tremblantes que j'avais tenues pendant des mois. Douglas, j'ai 85 ans. J'ai beaucoup réfléchi à la mortalité, à ce qui se passera quand je ne serai plus là. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de savoir quelque chose. Je devais savoir lequel de mes fils prendrait réellement soin de moi. Pas pour mon argent, pas pour l'héritage, mais par amour. Alors, tu as simulé la démence pour nous tester? Quand Glenn a suggéré de devenir mon mandataire, j'y ai vu une opportunité. J'ai accepté, mais j'ai aussi consulté mon propre avocat. Quelqu'un que Glenn ne connaît pas. J'ai placé la majeure partie de mes biens dans une fiducie irrévocable quelques semaines avant que Glenn n'obtienne la procuration. Les comptes auxquels il a accès, je n'y ai laissé que le nécessaire pour voir ce qu'il ferait. Je n'arrivais pas à assimiler l'information. Maman, c'est... Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ses yeux s'attristèrent. Parce que je devais vous tester tous les deux. Je devais voir qui me rendrait visite alors que je ne pouvais rien donner en retour. Qui me tiendrait la main même si je ne connaissais pas son nom. Et Douglas?
Tu es venu 3 fois par semaine. Tu t'es assis avec moi. Tu Emma's Paul. Même quand j'agissais comme si je n'avais aucune idée de qui tu étais. Des larmes coulaient sur mon visage. Enfin, bien sûr que je suis venue. Tu es ma mère. Je le sais maintenant. Mais Glenn. Elle secoua la tête. Glenna Eku, Douglas. Pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai tout documenté. Chaque fois qu'il venait me mettre la pression pour signer des papiers, chaque fois qu'il s'énervait quand je faisais la confuse. Chaque fois qu'il prenait quelque chose dans cette chambre en pensant que je ne le remarquerais pas. J'ai tout enregistré. Les 280 000 $, il les a pris dans les comptes que j'avais laissés accessibles. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Maman, il m'a dit que tu étais morte. Il prévoit des funérailles pour vendredi. Elle acquiesça. Je sais. Il me l'a dit aujourd'hui, pendant notre promenade en voiture. Il a dit que j'allais avoir un accident, que je m'éteindrais paisiblement. Il voulait que j'accepte de signer des papiers d'abord, pour tout lui transférer, mais j'ai refusé, j'ai joué la confuse. Il manque de temps. Et il le sait. C'est de la folie. C'est dangereux. Nous devons appeler la police tout de suite. Non, pas encore. Robert Chen, ton avocat? C'est aussi mon avocat depuis un mois. Nous avons un plan, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, Douglas. Peux-tu faire ça? Je lui serrai la main. Toujours. Au cours des 2 jours suivants, nous avons tout mis en place. Robert a fait intervenir la police, mais discrètement. Ils ont accepté de laisser le plan de maman se dérouler pour prendre Glenn en flagrant délit, avec des preuves irréfutables. Nous avons installé des caméras cachées dans la chambre de maman, de minuscules objets de la taille d'un bouton. Nous nous sommes coordonnés avec le personnel de la maison de retraite, faisant qui nous pouvions avoir confiance. Et maman a continué sa comédie, jouant la patiente confuse et sur le déclin chaque fois que Glenn était là. Glenn est venu 2 fois de plus. Une fois pour apporter des papiers à signer, des documents de transfert pour sa maison. Maman a griffonné quelque chose d'illisible, faisant semblant de ne pas comprendre. La frustration de Glenn était visible, à peine contenue. Signe clairement, maman, disait-il entre ses dents serrées. J'essaie de t'aider. La 2e fois, jeudi soir, il a apporté une seringue. J'ai regardé les images vidéo plus tard, et cela m'a rendu physiquement malade. Il a dit à maman que c'était son médicament, mais nous l'avons fait tester plus tard. C'était une dose massive de sédatifs, de quoi endormir un cheval. Maman a fait semblant de le prendre, mais a gardé les pilules dans sa paume. Demain, a dit Glenn en lui caressant les cheveux. Demain, tu seras enfin en paix, maman. Plus de souffrance. Le vendredi matin est arrivé. Glenn avait réservé le salon funéraire Thornhill. Il avait envoyé des avis et appelé les parents. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années m'ont appelé pour m'offrir leurs condoléances. J'ai joué le jeu et répondu, oui, les funérailles sont à 14 heures. Oui, c'était très soudain. Le salon funéraire était plein à craquer. Glenn n'avait pas lésiné sur les moyens. Des fleurs partout, une grande photo de maman datant d'il y a 20 ans à l'avant de la salle. Il avait même écrit une notice nécrologique pleine de phrases, pompeuses sur une mère bien aimée, et après une longue maladie. J'étais assis au premier rang avec Emma, qui était arrivée par avion le matin même. Glenn était assis de l'autre côté de l'allée avec Patricia et leurs enfants. Son visage était composé, d'une tristesse appropriée. Patricia lui touchait sans cesse le bras pour le réconforter. Ses enfants avaient l'air sincèrement tristes, ils adoraient leur grand-mère. À 14 heures précises, Glenn s'est levé pour prononcer l'éloge funèbre. Il s'est dirigé vers le podium, a ajusté le micro et a commencé à parler. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la vie d'Hélène Margaret Harrison, née le 14 février 1939, décédée le 7 janvier 2025. Maman était une femme incroyable, une enseignante qui a formé de jeunes esprits pendant 35 ans. Une mère qui a toujours fait passer ses enfants en premier. Et dans ces derniers mois, elle m'a fait confiance pour m'occuper d'elle. Elle savait que je protégerais ses intérêts, que je gérerais ses affaires et que je veillerais à son confort. Il fit une pause, sa voix étranglée par une émotion que je savais désormais totalement feinte. C'est moi que maman a toujours préféré, continua-t-il. Elle me l'a dit tant de fois. Elle savait que j'étais le fils responsable, celui qui s'occuperait de tout. Elle voulait que j'aie sa maison, son chalet, tout ce pour quoi elle avait travaillé, parce qu'elle avait confiance en moi pour en faire bon usage et prendre soin de la famille. Je me suis levée. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers moi. C'est intéressant, Glenn, dis-je d'une voix forte. Tu veux dire à tout le monde où se trouve réellement maman en ce moment? Une vague de confusion parcourut la salle.
Le visage de Glenn devint livide. Douglas, assieds-toi. Ce n'est pas le moment. Où est le corps, Glenn? Où est le corps de maman? Elle est en cours de crémation. Nous en avons discuté. Vraiment? Parce que j'ai appelé le crématorium. Ils ne l'ont pas, Patricia saisit le bras de Glenn. Glenn, de quoi parle-t-il? Les portes au fond du salon funéraire s'ouvrirent. Chaque personne dans la salle se retourna et là, encadrée par l'embrasure de la porte, se tenait ma mère. Elle entra lentement à l'aide d'un déambulateur, mais son dos était droit et son regard était vif. Derrière elle, 2 officiers de police en uniforme la suivaient. La salle explosa. Les gens se levèrent, le souffle coupé. Quelqu'un cria. La fille de Glenn fondit en larmes. Maman remonta l'allée. Quand elle atteignit Glenn, elle s'arrêta. « Bonjour, mon fils », dit-elle clairement. « Je ne suis pas morte, mais ton héritage, lui, l'est. » Glenn ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Maman, tu es confuse. Tu es malade. » C'est une erreur. Je ne suis pas confuse, Glenn. J'ai tout enregistré au cours des 8 derniers mois. Chaque menace, chaque vol, chaque fois que tu as essayé de me forcer à signer des documents pour me dépouiller, chaque fois que tu m'as droguée pour me garder soumise. Elle se tourna vers la foule assemblée. Beaucoup pleuraient maintenant, certains de soulagement, d'autres sous le choc. « Je m'excuse de vous avoir tous trompés, » dit maman. « Mais je devais connaître la vérité. Je devais voir ce que mon fils ferait s'il me pensait sans défense. Et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. » L'un des officiers s'avança. « Glenn Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'une personne âgée, vol de plus de $5 000, fraude et tentative de fraude successorale. Vous avez le droit de garder le silence. » Glenn essaya de s'enfuir. Il tenta réellement de bousculer l'officier et de courir vers la porte, mais il ne fit que 3 pas avant d'être plaqué au sol et menotté. Ses enfants sanglotaient. Patricia restait pétrifiée, le visage figé par l'horreur. Alors qu'on emmenait Glenn, il cria à l'adresse de maman, « Je suis ton fils. Tu ne peux pas me faire ça. J'avais besoin de cet argent. » Maman le regarda partir, les larmes coulant sur ses joues, mais sa voix était ferme quand elle parla. « Tu étais mon fils, mais tu as cessé d'être mon enfant au moment où tu as décidé que ma vie valait moins que mon compte en banque. » Les procédures judiciaires durèrent des mois. Glenn tenta d'abord de contester les accusations, affirmant que maman était réellement inapte et qu'il essayait seulement de l'aider, mais les preuves étaient accablantes, les vidéos de lui essayant de la forcer à signer. Les enregistrements audio de ses menaces et les relevés bancaires montrant le vol. Le témoignage du docteur Whitmore, après avoir obtenu l'immunité, détailla comment Glenn l'avait poussé à prescrire des médicaments inutiles. Finalement, Glenn plaida coupable. Il fut condamné à 5 ans de prison et reçut l'ordre de rembourser les $280 000 qu'il avait volés, plus $50 000 d'amende. Il perdit sa licence d'agent immobilier de façon permanente. Patricia divorça et obtint la garde exclusive des enfants. Ils étaient dévastés, mais Emma et moi avons essayé de rester présents dans leur vie, d'être la famille stable dont ils avaient besoin. Le docteur Whitmore perdit sa licence de médecin. Il avait sciemment prescrit des médicaments dangereux à une patiente âgée sur les ordres de son mandataire sans évaluation appropriée. L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario ne fit preuve d'aucune clémence. Quant à maman, elle emménagea dans un petit condo près de chez moi. Elle en avait fini avec la grande maison, fini avec l'entretien d'une propriété. Elle voulait être proche de sa famille, d'Emma quand elle venait en visite, et de moi. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine. Elle recommença à faire du bénévolat, cette fois dans un centre de prévention de la maltraitance des aînés, partageant son histoire pour aider les autres à reconnaître les signes avant-coureurs. Nous avons créé le fonds Helen Harrison pour la protection des aînés avec une partie de l'argent que Glenn avait restitué. Il fournit une aide juridique aux personnes âgées luttant contre les abus financiers et finance des programmes éducatifs sur les responsabilités des mandataires. Un soir, environ 1 an après les événements, maman et moi étions assis sur ma véranda arrière, regardant une autre chute de neige sur Toronto. Elle tenait une tasse de thé, emmitouflée dans une épaisse couverture. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» demandai-je. « La façon dont tu nous as testés. » Elle resta silencieuse un long moment. « Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que mon propre fils ait pu faire ce qu'il a fait. Mais Douglas, je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité. Je devais savoir qui m'aimerait quand je n'aurais plus rien à donner. Tu m'as donné tout ce qui comptait. » Je lui répondis, « Tu m'as appris l'intégrité. Tu m'as appris que faire ce qui est juste est important, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Elle sourit, tendant la main pour me serrer la mienne. «
Et c'est pour ça que tu as réussi le test. Pas parce que tu me rendais visite, même si c'était important. Mais parce que même quand tu me pensais disparu, même quand tu pensais ne rien recevoir. Tu t'es battu pour ce qui était juste. Tu n'as pas laissé Glenn s'en tirer. Tu m'as protégé même quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. C'est ce que fait une famille. Une vraie famille, oui, mais le sang ne fait pas de vous une famille. Douglas. L'amour le fait. Le choix le fait. Être présent le fait. Glenn était mon sang, mais il a cessé d'être ma famille au moment où il a décidé que je n'étais qu'un actif à liquider. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant la neige s'accumuler sur la clôture et sur les arbres nus. À l'intérieur, j'entendais mon téléphone vibrer. Emma, probablement, qui appelait de Vancouver pour notre appel hebdomadaire. L'avocat de maman, peut-être, avec des nouvelles du fonds de bienfaisance. La vie suivait son cours. Maman me regarda, ses yeux toujours vifs et clairs. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça? Quoi? Si Glenn l'avait simplement demandé, s'il avait été honnête sur ses problèmes financiers, je l'aurais aidé. Pas pour tout, pas pour encourager ses mauvais choix, mais je l'aurais aidé. Au lieu de cela, il a choisi de voler. Il a choisi de me traiter comme si j'étais déjà morte. Et ce choix lui a tout coûté. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je lui ai simplement tenu la main. Cette femme remarquable qui m'avait appris plus sur la force et la dignité au cours de l'année écoulée que pendant toutes les années précédentes. Elle avait survécu à la trahison de son propre fils, orchestré son propre sauvetage et en était ressortie déterminée à aider les autres. C'est ça, la famille, la vraie. Ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question d'héritage. C'est une question de présence. C'est aimer quelqu'un même quand il ne peut rien vous donner en retour. C'est se battre pour ce qui est juste, même quand cela signifie s'opposer à son propre frère. Glenn a fait ses choix. Il a choisi l'avidité plutôt que l'amour. Il a choisi le vol plutôt que l'intégrité. Et il en paie le prix, pas seulement par sa peine de prison, mais par la perte du respect de ses enfants, de sa femme, de sa carrière et de l'amour de sa mère. Quant à moi, j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel héritage. J'ai obtenu plus d'années avec ma mère, de vraies années où nous pouvions parler, rire et guérir. J'ai acquis la certitude que, mis à l'épreuve, j'ai fait ce qu'il fallait. Et j'ai eu la chance de participer à quelque chose de plus grand, en aidant d'autres familles à éviter ce que nous avons traversé. Le sang n'excuse pas la trahison. Une véritable famille protège les plus vulnérables. Et parfois, la chose la plus courageuse qu'une femme de 85 ans puisse faire, c'est de prétendre être impuissante juste pour découvrir qu'il aidera quand elle ne pourra plus s'aider elle-même. C'est ce que j'ai appris d'Hélène Harrison, ma mère, mon héroïne, la femme qui m'a appris que la dignité compte plus que l'argent, et que le véritable amour se manifeste même quand il n'y a rien à gagner.